Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Je vais t'en mettre. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 40e épisode de Lift Talk. Vous l'avez plébiscité, il est là. Deuxième épisode avec Rudolf. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme vous pouvez le constater, Victor a encore mis un tweet trop grand. On se demande pourquoi il fait ça, mais peut-être... Il ne trouve pas de suite à sa taille, tout simplement. Ah, il n'y a pas de XS chez Adidas? Non. Ok. Je vais lui dire à Annecy, j'arrive, c'est bon. J'ai pris des billets. Je vais te noyer dans le lac, tu vas voir. Tu sais nager au moins ou pas? Maintenant que tu fais 85 kilos en plus, bon, t'es juste plus grand, quoi, finalement. Ah, je me suis pesé là, justement, ça fait longtemps que je ne m'étais pas pesé, je suis à 95. Tu vois, donc je suis quand même pas si léger. Hein. Ça reste raisonnable. J'aurais un peu de quoi m'amuser. Parce que sinon, c'est vrai que je me serais bien fait chier, quoi. Ah, je vais faire comme à l'UFC, comme maintenant je sais que tu as une épaule en carton, et ben il suffit que j'attaque cette épaule-là et puis c'est réglé, quoi. On dirait les stratégies dans les mangas. T'as trop regardé Dragon Ball, Rudy. Non, j'écoute un peu les podcasts du UFC, et justement de préparation de combat pour voir comment les techniques, les tactiques, tout ça. Et donc souvent, là, il y a eu le combat, je sais pas si vous avez suivi, avec Ousmane. Et vraiment, il avait un genou en miettes. Bon, voilà, hein, c'était plié d'avance, quoi. Ouais, mais après, c'est parce que sur les membres inférieurs, tu vois, tu peux attaquer et ça déstabilise, etc. Que l'épaule, à proprement parler, bon, si tu fais des clés, etc. Mais sur l'aspect percussion, tu frappes une épaule, ça crée pas de dommages, tu vois. À moins que le mec, sinon il vient, fallait pas qu'il vienne combattre, quoi. Parce que là. Bon, je te ferai une clé alors, j'ai compris l'histoire. Mais bon, si t'arrives à m'attraper, quoi, parce que bon, avec les grandes jambes, je vais devoir arriver à des kilomètres. Ah là là. Et d'ailleurs, anecdotiquement, là, c'est une question sur le mindset du sport, on va dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'aspect, le débat un peu sur le trash talk, etc., avec le combat Jordan contre comment déjà le pauvre jeu. Doumbé. Ouais, voilà, ah, les deux là. Moi, je trouvais que c'était un peu exagéré de la part de Doumbé. Dans un sens, c'était drôle, mais c'était trop exagéré pour moi, dans le sens où le type, Jordan Zebo a l'air sympa, ouais, ça va être un bon gars. Et je trouve qu'ils auraient dû mettre des limites un peu, parce que là, vraiment, c'était. Voilà, moi j'aime bien faire des vannes et tout, mais là, franchement, pour moi, c'était un peu malaisant, quoi, à la fin. Et puis après, qu'ils balancent des trucs même dans la cage et tout, en arrivant. Pour moi, c'est trop, quoi. Ça sort trop du combat. Même si effectivement, ça fait vendre, parce que la plupart des gens veulent du divertissement. C'est pas le combat qui les intéresse en lui-même, mais ouais, pour moi, c'était un peu trop. C'était malaisant. À la fin, je me disais, bon, c'est bien, mais ouais, c'était trop. Ouais, et du coup, la question, tu vois, c'est est-ce qu'il faut, parce que comme tu as dit, ça fait vendre. Et le but, c'est ça dans l'absolu, c'est un marché. Donc le but, c'est est-ce qu'il faut réussir à limiter ça et le réglementer? Mais du coup, ça t'intéresse pas, puisque finalement, en réglementant un truc, tu fais moins vendre. Alors que, en effet, ça gêne certaines personnes, mais ça crée quand même de l'attention, quoi. Je pense pas qu'ils arriveront à réglementer. Après, ouais, ça fait partie de sa communication, sa stratégie, et on voit que quand même Cédric Doumbé, à l'heure actuelle en France, moi qui suis quand même un petit peu extérieur au milieu du MMA, hein, j'y connais que dalle, mais c'est quand même le mec qu'on voit le plus en avant et qui fait quand même connaître, qui fait rayonner le MMA, tu vois. Après, ouais, des fois, je trouve qu'il est un petit peu détestable, et comme le disait Rudy, il est vraiment borderline. Des fois, putain, il est vraiment à la limite, quoi. Ouais. Après, moi qui ai toujours suivi plus la boxe anglaise, mais par exemple, Mohamed Ali, tu vois, qu'on met en avant comme un mec très chic, très classe, etc., il avait des moves hyper similaires, quoi, avec ses combats contre Joe Frazier, etc. C'était le même type de trash talk à l'époque, et c'était il y a, je sais pas, 40, 50 ans, quoi. Et finalement, c'est un truc qui est un peu ancestral, parce qu'il faisait pareil, hein, il venait devant chez lui avec un mégaphone, il gueulait, etc. Ouais, mais on voit cette scène dans le film qu'ils avaient fait Ali avec Will Smith.
Ouais. On voit quand ils ont constitué le truc. Après, c'est un peu comme Connor aussi. Alors, Connor, c'est un peu plus malaisant encore. Là, ça restait quand même sympathique, mais c'est vrai que t'étais l'autre combattant. Franchement, t'as pas Ah envie bah, de tuer le gars, mais tu te dis putain, il te rentre dans la tête, il te pourrit le truc, quoi. mais Donc, justement, tu dois gagner un certain avantage. Après, dans les faits, face au type, tu dois forcément avoir pris une sorte d'ascendant ou quoi, tu vois. C'est obligé. bah bien sûr, bah c'est sûr. Là, avec l'oreiller, le matelas, tout le blabla. Puis pareil, tu vois, le truc dans la cage, on dérive, après on parlera peut-être muscu, mais quand il rentre dans la cage et il gueule Jordan et le public crie t'es mort, bah là c'est trop pour moi. Ça, c'est beaucoup trop. Là, le public, je comprends le divertissement et tout, mais en- pour moi, là, ça c'était une limite. C'était Bah, un peu trop. c'est la preuve qu'il a rallié le public à lui, tu vois. C'est ça qui est terrible pour le mec en face, pour Jordan. Parce que du coup, tu te dis, putain, il y a personne qui est de son côté, quoi. Parce que tu sais, t'as toujours cet effet-là de, comme tu disais, le mec, il est sympa, etc. Tu vois que l'autre, il en fait beaucoup. Donc justement, les gens, ils pourraient se rallier du côté du mec qui paraît sympa. Et finalement, tu vois que dans les faits, c'est même pas tellement le cas, puisque le public va dans le sens du gars qui crie, etc. Quand il disait, ouais, je vais crier au public Jordan, ils vont crier t'es mort, et il le dit et ça se produit, tu vois. Il dit, putain, c'est vrai que c'est terrible. Ça, je sais pas si dans la muscu, ce genre de truc, ça arrivera un jour. Bon, vu qu'il n'y a pas le même aspect Ouais, affrontement. il n'y a pas le même, y a pas le même aspect. Puis toi, comme tu supportais pas trop la pression au Super Physique Games, deux, trois pichenettes, et puis c'était réglé, quoi. Tu te faisais dessus, donc ça allait. Ah putain, j'en peux plus. Bon, sur cette, Ah sur ouais, cette, il en a marre. Il en a marre que tu le tacles. sur cette transition toute trouvée, on va pouvoir entamer les choses sérieuses sur, justement, puisqu'on a quand même un professionnel du bodybuilding en France, même si il est un peu maigrichon, mais on va quand même lui laisser cette étiquette qui lui va bien. Donc, on va parler un petit peu de la muscu au sens bodybuilding, entre guillemets, pour la force, en quelque sorte, comme ce qu'on a beaucoup parlé du power building, etc., etc. Et moi, j'avais plusieurs petites questions par rapport à ce sujet, dont une qui m'interroge fortement, tu vois, parce que c'est une question, c'est un truc, on va dire, un sujet qui est de plus en plus relevé en ce moment. L'aspect de quand tu t'entraînes, en fait, c'est un peu, tu sais, opposer la théorie brute, la théorie de ok, quand tu fais des études scientifiques, ceci, cela, tu vois qu'il faut envoyer un signal d'une telle intensité pour ensuite avoir la cascade physiologique, biochimique, d'éléments qui vont produire la synthèse de protéines musculaires, développer la masse musculaire, etc., etc. Et à chaque fois, donc, toujours revient le même sujet de suffisamment de tension, suffisamment donc d'intensité, suffisamment de proximité à l'échec, en gros. Et généralement, il parle donc d'une proximité à l'échec qui est importante. Et la question que je vais te poser, c'est sur les exercices dits d'assistance. Donc là, je te laisse te mettre dans la place d'un mec qui fait du power ou qui fait du street. Donc ces exercices d'assistance, c'est tous ceux autres que les mouvements de compétition. Et ben, est-ce qu'il y a un intérêt à justement très fréquemment aller à l'échec ou proche de l'échec pour favoriser et maximiser la masse musculaire? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance, dès qu'il y a un objectif de compétition, j'ai tendance à périodiser, tu sais, un peu à faire à rebours. Donc, je dis une connerie, la compète est en juin. Bah, là, tu vois, j'ai une athlète en kayak, voilà, sa compète, elle est en juin. Là, on est en octobre. Et me dire, voilà, quelle va être la spécificité de l'épreuve. Donc là, si on parle de street lifting, c'est de faire un RM, dips, traction, squat, muscle up. Ok, donc plus je me rapproche de la séance, plus je vais faire ça. Mais ça n'empêche pas que si je détermine en fonction de l'athlète, tu vois, là, ça fait 8 mois avant, que elle va manquer, elle n'a pas de biceps, tu vois. J'ai imaginé qu'elle a fait traction en supination, puis en fait, c'est la fin du mouvement, tu vois, qu'elle n'a pas. Bah, rien m'empêche dans ma vision de me dire, là, on est en octobre, peut-être faire 1 mois et demi, 2 mois, où je vais délester, entre guillemets, les mouvements de compétition, les faire peut-être juste en maintien, Ouais. juste, je sais pas, 3 séries de 5, 3 séries de 3 pour un maintien, la technique, tout ça. Et à côté, effectivement, forcer sur l'assistance. Mais ça va dépendre de qui j'ai en face. Tu vois, si c'est toi, Vic, qui a déjà beaucoup d'expérience, je peux le concevoir. Si c'est un débutant, ben, je pense que c'est plus efficace de faire de la fréquence, de faire de la technique sur l'exercice de compétition. Donc, tu vois, c'est plus à rebours. Tu vois, c'est pareil, on a plein de débats comme ça dans n'importe quel sport où les mecs disent, ouais, il faut faire de la basse intensité, il faut faire de la haute intensité, il faut faire du tempo, tout ça. Ça dépend quand, pour qui, comment, quel objectif. Et là, c'est un peu pareil pour moi. C'est là, à 8 mois, je sais pas comment sortira le podcast, mais je dis, bah, pourquoi pas? Pour moi, ça peut avoir du sens, comme ça peut ne pas en avoir en fonction de qu'est-ce que tu as remarqué. Par exemple, tu es au dips, par exemple, tu as du mal à verrouiller en haut. Est-ce que c'est un problème technique ou un manque, on va dire, de triceps? Et tu te dis, dans ce cas-là, je dis manque de triceps entre guillemets, tu dis, tiens, bah, c'est peut-être, tu fais l'hypothèse que tu as un manque de force en verrouillage et donc tu vas travailler ton verrouillage
Parce qu'après, je pense pas que, je sais pas comment vous réfléchissez à ça, mais pour moi, je réfléchis plus sur des mouvements de compétition, sur une partie de mouvement, tu vois. Je vais pas réfléchir sur, tiens, il n'arrive pas à tendre les bras, il manque de triceps, il manque de force dans le verrouillage. Alors forcément, après, tu te dis, c'est le triceps qui fait le verrouillage, mais et donc tu peux dire, bah, je travaille le verrouillage, soit directement sur les dips, soit directement, parce que tu veux délester un peu les épaules qui subissent avec du coucher prise serré partiel, ou bref, plein de petits trucs comme ça, ou des couchers élastiques, des mouvements où il y a peut-être un transfert. Mais ouais, pour moi, ça peut avoir du sens, comme ça peut ne pas en avoir. Encore une fois, quand tu as un bon niveau, tu es obligé d'aller chercher des choses, tu es obligé d'aller chercher les petits détails auxquels tu penses pas, tu es obligé de monter tous tes curseurs, tu vois, que ce soit, bah là, on parle de muscles, alors qu'on sait que les muscles, c'est un des facteurs de la force, mais c'est un parmi une dizaine, quoi. Donc, c'est intéressant, mais c'est pas non plus normalement le plus important. Mais ça peut le devenir si ça fait, je sais pas, 5, 10 ans que tu t'entraînes et que bon, tu as déjà exploré un peu toutes les autres domaines. Bah là, tu préchotes presque une question que je voulais te poser. Ça me rappelle la période, donc justement, la période sainte des SP Games, où il y avait comme épreuve, mais ça remonte un peu parce que c'est même pas les derniers, où il y avait comme épreuve le back squat à l'époque. Bien C'était pas sûr. le front. Et que toi, du coup, tu avais comme stratégie, je me rappelle très bien, pour le back squat, de ne pas ou très peu en faire, juste pour maintenir la technique, et par contre, de mettre vraiment l'accent sur les exercices d'assistance, justement. Ouais, bien sûr, parce que moi, en fait, le problème du squat, c'était plus, on va dire, de la mobilité, de la morphoanatomie. Ceux qui me connaissent pas, voilà, moi, je suis 1,95 m, j'ai les fémurs super longs, j'ai toujours eu les chevilles très peu mobiles, et j'ai beau m'acharner, c'est toujours la merde. Donc, à chaque fois que je fais du squat, et bah, j'ai plus d'inconvénients que d'effets positifs. Et donc, par rapport à ça, eh ben, je m'étais dit, bon, en plus, j'aime pas, quand t'es pas fait pour un mouvement, t'aimes pas trop le faire non plus. Donc, je m'étais dit, bah voilà, je vais juste faire une série par semaine pour maintenir. Et à côté, je vais progresser sur la presse à cuisse ou le hack squat. J'avais fait beaucoup de hack squat aussi. On avait un hack squat, on a toujours à la salle. Et donc, je progressais dessus. Et en fait, bah, ça m'avait permis de prendre de la force dans les cuisses sur des mouvements où j'étais, entre guillemets, en position de force, où le risque de blessure était réduit. Et comme je faisais quand même une série de squats, bah, la technique se perdait pas. Sachant que j'en avais fait pendant des années et des années, notamment quand je faisais de la force, quand j'étais gamin. Et donc, ouais, c'était une bonne stratégie pour moi. Mais bon, pareil, ça permet pour les Super Physique Games, parce que je crois que c'était barre à 120 ou. Ouais, Je c'est sais ça. plus. On avait mis un truc comme ça, donc il fallait faire beaucoup de reps, donc ça allait. Si demain il a fallu mettre 140, 160, ça marche beaucoup moins bien. Parce que Ouais. là, après, il faut que tu supportes le poids sur le dos. Là, j'estimais que 120 kilos sur mon dos, c'était pas très lourd, tu vois. Je faisais 101, 102 ou 103 kilos de poids de corps, donc ça va, je le sentais pas trop. Mais plus la barre est lourde, plus j'aurais été obligé de quand même de monter et de faire tout un travail, je sais pas dire de renforcement, mais de préparation. Alors que là, ouais, mais ça avait bien marché. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver des exercices où tu as un transfert. Des fois, tu n'as pas de transfert du tout. Je me souviens quand j'étais arrivé en salle au tout début en 2003. Bah moi, chez moi, avant, je m'entraînais dans mon garage, je faisais du squat, forcément, donc pas très à l'aise, tout ça. Et puis j'arrive, je fais de la presse à cuisse. Et je fais de la cuisse pendant genre 2 mois. Il doit peut-être y avoir les traces sur le forum Superphysique. Et j'avais pris 10 kilos sur ma série de 10. Je suis passé de 10 à 80, 10 à 90 au squat. Quand je m'étais remis après la presse, bah, j'avais vachement gagné, quoi. Parce que à la presse, ça m'avait. Comme j'isole beaucoup plus les cuisses, les quads, tout ça, alors qu'au squat, bah, je suis beaucoup en fessier, et bah, ça m'avait développé une sorte de potentiel. Et quand je suis repassé au squat, bah, j'étais mieux, quoi. Donc ça m'avait bien aidé. Mais pareil, après, il faut trouver voilà, l'exercice où tu as un transfert, à quel niveau. Tu as des trucs, des fois, tu vois, si tu progresses, je dis une connerie, si tu progresses au curl bar, c'est pas dit que tu progresses aux tractions, quoi. là, là, le transfert, j'y crois moyennement. Pareil, si tu progresses, je sais pas, au développé militaire, c'est pas dit que tu progresses au dips, quoi. Hein. C'est quand même assez éloigné. Même si tu prends un peu d'épaule, tout ça, là, tu pousses là, tu pousses là, c'est pas du tout spécifique. On est très loin. Alors, ça fait un potentiel. Mais est-ce que ce potentiel va être utile? Ça, j'y crois Et pas du trop. coup, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des mouvements, typiquement là, pour développer les dips, enfin pas forcément de manière directe pour développer les dips, mais d'un point de vue logique, et là où je veux t'emmener en gros, c'est d'un point de vue peut-être prophylactique, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des mouvements style développé militaire, des poussées verticales vers le haut, justement quand on fait du street et où on veut devenir fort en poussée verticale vers le bas? Moi, je verrais plus le développé militaire, les développer au-dessus de la tête pour contrecarrer, je sais pas si c'est le mot, les tractions. Parce que les tractions, tu es là, tu tires ici. Ouais. Et donc, forcément, moi, j'aime bien toujours maintenir, même si voilà, c'est à débat,
une sorte de force antagoniste agoniste. Donc je tire un tirage vertical, je pousse vertical. Ça me paraît assez logique d'un point de vue petite blessure. Après pour les dips, j'y crois pas du tout. Franchement, pour les dips, de mon expérience en tout cas, c'est que tout ce qui est développé couché va se transférer. Vraiment, tu sens que tu gagnes, ça se transfère aux dips et presque vice versa. Si t'as la technique en tout cas. Après, développé incliné, moi j'avais aucun transfert sur les dips. Et développé militaire, j'avais rien de rien quoi. Vraiment. Mais bon, après, peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir un transfert, hein, mais moi, il n'y avait absolument rien. C'est vraiment trop éloigné en termes de pattern de mouvement. Et il ne se passait rien, quoi. Je faisais le même constat de toute façon, parce que vu que les dips, c'est quand même un mouvement qui est très traumatisant, coup d'épaule, etc. Je trouvais que justement, dans la même stratégie, la même logique que ce que tu avais abordé pour le squat, de faire pas tant de dips que ça, surtout si tu es endolori sur les coudes, etc. Et par contre, de taxer pas mal sur le coucher et d'avoir un maintien, un volume léger sur les dips pour conserver quand même la technique et la sensation, la contrainte, etc. Et ben, ça permettait de vraiment bien progresser en dips. Et parfois, quand justement tu es arrivé à un stade où soit tu as mal, donc là, bon, c'est le problème, on va dire, il est de base, soit tu es un petit peu bloqué à un certain niveau, ça pouvait te permettre de passer un cap. Et pareil aussi dans l'autre sens, quand j'ai des mecs en power, que le coucher, c'est un mouvement quand même, comparé au squat et au soulevé de terre, vu qu'il y a beaucoup moins de masse musculaire qui sont impliquées, et ben du coup la progression, elle va être extrêmement conditionnée justement par ta capacité à te développer musculairement sur les muscles impliqués. Que sur le squat, tu as une part de technique qui est beaucoup plus importante, toujours améliorer l'équilibre, etc. Pousser un peu plus en cuisse, un peu plus en fessier, tu as toujours moyen de répartir la force et de progresser dessus sans avoir forcément énormément développé la masse musculaire. Que sur le coucher, tu es allongé sur un banc, c'est tu descends, tu pousses. Il y a un moment, évidemment, il y a la tension dans le dos, il y a tout, mais tu peux pas suroptimiser ça. Pareil, de jouer avec le fait d'avoir le cul qui effleure le banc pour décliner quasiment le développé couché. Donc je trouvais que pareil, tu vois, avoir les dips en transfert et d'axer un bloc un peu plus sur les dips, ça pouvait avoir une stratégie comme ça, de faire des roulements Bien sur sûr. des qui ont une bonne complémentarité entre eux. Donc, là où je voulais t'emmener tout à l'heure, mais tu n'y es pas allé, quand je te disais pour l'intérêt de forcer ou pas, systématiquement, je voulais dire sur les exercices d'assistance, ce que je voulais peut-être aborder, c'était l'aspect fatigue que ça pouvait engendrer et aussi l'aspect, le fait de faire un peu toujours du no pain no gain, d'y aller comme des fous, ne pas développer suffisamment ce qu'on va appeler le sens musculaire, entre guillemets, la proprioception, la conscience de soi, vu qu'on va être toujours sur des intensités très hautes et qu'on va se concentrer sur le fait de grimacer le plus possible, comme Rudy. Ça, Rudy, il le fait très très bien. Bien sûr, vous ça, c'est un professionnel. ça, RPE6, mais alors le mec, putain, il te fait une tête incroyable, quoi. Et du coup, je me disais que il y a souvent cette donc volonté de forcer énormément sur tous les exercices d'assistance, notamment les petits exercices, genre des presses sur des machines pour les pecs, genre des curls pour les bras, etc. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu fais ça et que tu débutes, ou même que tu débutes pas forcément, mais parfois tu as des mecs qui ont un niveau intermédiaire, voire plus, mais qui ont simplement pas appris à développer leur proprioception. Et ça, je sais pas toi, dans quelle mesure tu trouves ça problématique? Parce que je sais qu'avec la vision bodybuilding, c'est quelque chose qui est quand même pas mal débattu. Toujours cette opposition entre le surcontrôle pour vraiment ressentir les muscles et le fait de forcer, de lâcher un peu plus les chevaux, même si on sait que justement la nuance, elle se situe un petit peu entre les deux et que le mieux se situe justement un petit peu entre les deux, de ton expérience. Parce que ça, c'est un gros débat en musculation, forcer versus Ouais. ressentir. Pour moi, c'est pas trop un débat. Tu sais, c'est quelque chose qui a évolué au fil des années. En 2006, quand j'ai commencé à coacher, je crois que j'en ai parlé dans un Super Physique podcast, je sais plus lequel, on en fait tellement. Mais en fait, quand je coachais, les gens, ils faisaient tous de la muscu, tu vois. Donc en fait, on avait tous grandi avec les mêmes sources d'informations, avec le monde du muscle, avec Flex Magazine, Muscle Fitness. Et donc dedans, tu apprenais la muscu en utilisant tes muscles. Tu vois, c'était le truc de base en fait. C'était même si tu faisais de la force ou quoi, tu étais habitué, tu avais appris, voilà, le mouvement. Tu avais appris les bons gestes. Tu avais appris les bons gestes et donc ça t'avait développé, au fur et à mesure que tu progresses, un certain voilà, sens musculaire, on va dire. Tu avais amélioré tes connexions de ton cerveau à tes muscles et donc tu savais utiliser tes muscles. Donc, tu vois, 2006 jusqu'à peut-être 2010-2012, la plupart des gens que j'avais en coaching, c'est des gens qui avaient grandi avec ça. Et donc, j'avais pas vraiment besoin de les corriger techniquement. Tu vois, ça allait, c'était bien. On voyait qu'ils utilisaient leurs muscles. Ils faisaient un curl, c'était le biceps, quoi. Et puis, il y a eu comme un changement, tu sais, je pense, avec la popularisation, la démocratisation de la muscu, comme je dis souvent. Et aujourd'hui, le plus gros de mon travail en termes de coaching, c'est de corriger techniquement les exercices des gens, donc même à distance. Donc, je reçois plein de vidéos tous les jours. Et en fait, de regarder les vidéos et de me dire, voilà, là, je vois que ça va pas.
Donc, comment faire? Donc, par exemple, ils vont faire un curl et puis ils vont bouger l'épaule, tu vois, ils vont faire ça. Et donc, le truc, c'est, il y a deux ou trois problèmes, je sais pas, on va voir comment je développe. Mais un, c'est que souvent, quand tu fais de la muscu et qu'aujourd'hui tu débutes la muscu, tu le fais beaucoup pour l'ego, beaucoup pour le résultat. Ok, donc tu n'aimes pas spécialement l'activité. En plus, comme si tu soulèves des poids, il y a une question de force, une question d'ego. Tu as tendance à pas vouloir prendre de coach au début, alors que dans n'importe quel sport, tu as forcément un coach. Peu importe, tu as un entraîneur, peu importe le sport que tu fais, tu as un entraîneur. En muscu, bah, la plupart pensent qu'ils peuvent apprendre tout seuls, ils peuvent tout faire tout seuls. Donc, tu mets beaucoup trop lourd par rapport à tes capacités. Donc, par exemple, je reprends les biceps. Si on doit faire des biceps à 4 ou à 5 kilos, on va dire, ah bah non, tu te rends compte, c'est pas possible, on peut pas me voir faire ça. Donc, le mec prend tout de suite 8, 10, 12. Il dit, ouais, bah c'est pas très lourd, 8, 10, 12. Ah, mais en fait, si tu débutes la muscu, c'est déjà beaucoup trop lourd. En fait, c'est déjà beaucoup trop lourd. Donc, premier point, c'est ça. Deuxième point, c'est qu'ensuite, il y a des gens, pareil, tu vois, j'ai vu ça au fil des années, ils sont de moins en moins mobiles. Donc, par exemple, si tu te faire un curl incliné, l'épaule en arrière, la cage sortie, tout ça, bah, rien que de passer l'épaule, c'est pas possible. Donc, en fait, ils se retrouvent comme ça, donc ils font pas vraiment ce que tu veux, donc ils n'utilisent pas vraiment le biceps. Donc, il y a tout un choix ou un travail à discuter d'exercices à faire par rapport aux capacités de la personne. Donc, plein de personnes ne peuvent pas mettre les épaules en arrière et faire un curl incliné, ça. Bah, vous devez le voir aussi en coaching. Donc, tu es là, tu fais soit du curl bar, soit du curl au pupitre à un bras, tu essaies d'étirer pour qu'il y ait plus d'extension d'épaule. Bref, donc il y a ça aussi. Et donc, à partir de là, donc, si tu mets ton ego de côté et que tu as la bonne mobilité, bah là, en fait, tu peux apprendre l'exercice en ayant, c'est le troisième point, une vision à long terme. Il faut que tu aies une vision à long terme. Et aujourd'hui, on est dans une société où tout doit être très rapide. Il faut vite que tu progresses, il faut vite que tu prennes. Alors que le sens musculaire, je me souviens de Marc Vouillot qui exagérait un peu dans les mondes du muscle. Il disait oui, la différence entre un champion et un débutant, c'est que le champion est toujours en train de décharger sa barre pour mieux utiliser ses muscles, tandis que le débutant est toujours en train de charger plus pour essayer de copier le champion, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est vrai que moi, plus les années passent, même si je m'entraîne moins, bah, des fois, j'hésite pas à mettre mon lot. Je me dis, bon, aujourd'hui, ça n'a plus de sens vu que je recherche plus forcément le progrès en muscu, de mettre toujours plus lourd, toujours plus lourd, toujours plus lourd. Je mets un peu moins et puis je fais bien mon mouvement, j'utilise mes muscles. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à beaucoup de sportifs aussi que j'ai en prépa physique, c'est que je les vois faire des mouvements et en fait, je sais pas ce qu'ils utilisent. Tu vois, je sais pas. Normalement, c'est censé être un renforcement musculaire, comme tu dis, de la prophylaxie, de réduction du risque de blessure. Et en fait, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils font un truc, tu fais développer couché, ils sont en partiel, ils lèvent les fesses. Quand ils sont pas en partiel, ils rebondissent, ils lèvent la tête dans tous les sens. Tu te dis putain, mais en fait, ils font pas du tout de renforcement. Et donc, une grosse partie du travail aujourd'hui en tant que coach, bah, même sur des athlètes qui ça fait 10 ans qu'ils font de la muscu en théorie, normalement, et ben en fait c'est de revoir la technique d'exécution. Et je pense que vous êtes aussi effaré avec moi quand vous voyez des footballeurs, des vidéos de footballeurs, les rugbyman en général c'est assez propre, mais de ce qu'on peut voir. Mais tu vois des footballeurs, j'avais fait plein de vidéos ou n'importe quel sportif genre les judokas, tu vois des mouvements de muscu, tu te dis mais attends, tu te dis mais c'est affreux, tu te dis c'est pas possible, tu te dis mais ils ont un préparateur physique qui ne sait même pas leur apprendre la technique d'exécution des exercices qui va normalement ensuite leur permettre de mettre des poids. Là, ils mettent des poids alors que bah, décharge, fais bien ton mouvement. C'est une optique de renforcement. C'est pas de la destruction que normalement tu dois faire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un faux débat. Ça fait partie des bases. Et si tu sais pas utiliser tes muscles, bah, c'est un peu comme l'haltéro. Si tu sais pas faire le mouvement avec un bâton, t'as pas le droit de mettre de poids. C'est pas compliqué. Bah là, c'est pareil. Si tu sais pas utiliser tes muscles, bah, c'est d'abord ça. Mais c'est vrai que, comme je disais, tu as plein d'étapes qui ont été sautées. Et comme aujourd'hui, ça s'est démocratisé et plein de personnes ne font pas de la muscu par plaisir parce qu'elles aiment l'activité, en fait, elles font le mouvement, mais tu sais pas trop ce qu'elles travaillent. Et après, bah, tu en as qui s'intéressent, qui tombent un peu dans le truc, ils disent, ah oui, bah, j'aimerais prendre de ci, de ça. Donc voilà, elles vont s'intéresser à l'anatomie, à comment ça fonctionne, comment bougent les muscles, comment font bouger les articulations de nos muscles. Mais sinon, ouais, tu en as plein, en fait, parce que tout ce sens musculaire, cette proprioception dont tu parles, elle s'acquiert, mais elle met du temps. Surtout si, pareil, c'est la grosse différence, c'est qu'il y a 20 ans, et bah, ceux qui commençaient la muscu étaient déjà sportifs de base, quoi. Donc ils avaient déjà plein de connexions, ils avaient déjà beaucoup de myéline, voilà, ils savaient déjà bouger. Aujourd'hui, t'en as, ça fait 25 ans, ils n'ont jamais rien fait, pas de sport à l'école, voilà, ils séchaient tout ça. Et donc ils arrivent, ils ont rien, quoi, tu vois, ils partent de zéro. Et donc c'est normal de faire, dans ce cas-là, bah, du curl à 2, 3, 4 kilos. Moi j'ai des gars, des fois, ils arrivent, ils me disent, ouais, je fais des élévations latérales à 10 kilos par bras. Je dis, putain, c'est balèze, je vois les photos, je dis, J'aimerais bien voir ça, tu sais. ouais, voilà. Donc, donc après, je dis OK, moi je les vois en photo, je dis bon, c'est bizarre tout ça, je fais filmer. Puis des fois, on se retrouve à 2,5 kilos
ou 3 kilos en fait. En fait, c'est ça le vrai poids. Et donc il dit mais tu te rends compte, je vais pas prendre de muscle. Parce qu'il y a aussi ce truc de croire que tu dois mettre les mêmes poids que ton voisin pour progresser en termes de muscle, alors qu'en fait, le poids n'est qu'un moyen d'augmenter, comme tu disais, le stimulus, le stress. Donc après, en fonction de tes leviers, forcément, tu vas pas mettre le même poids. Et après, tu vas progresser évidemment sur tes poids. Mais tu dois utiliser les poids comme, je sais pas si on pourrait dire, un artifice, tu vois, pour t'aider, entre guillemets, à mieux contracter tes muscles, à les faire contracter plus fort. Alors bien sûr, il y a une part psychologique, mais il y a une part vraiment nerveuse où plus tu mets lourd avec une bonne technique, en utilisant tes muscles, plus tu vas prendre de muscles, en tout cas si c'est en série moyenne. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, même qu'on connaît. On peut saluer, sans le clasher, ce bon vieux Anto, qui a un physique. Là, justement, je vais un peu le saucer parce que juste après, ça va être moins joli. Qui a un physique merveilleux. Le mec, il a fait 2e donc en championnat de France Ouais. bodybuilding naturel, etc. Un physique vraiment merveilleux pour les années de pratique, etc. Très, très bon travail. Et par contre, en termes de performance, disons que c'est pas incroyable proportionnellement à son physique. Ouais, il est pas super fort. Alors après, il y a des trucs où il était fort. Tu vois, au squat avant, je me souviens, il a quand même fait 10 à 130, je crois. Donc, tu vois, quand il s'entraînait bien, donc c'était pas si mal. Ouais, après, au coucher, il était pas méga fort, mais il était pas très lourd non plus. Il faisait 80 kills, je sais plus combien il faisait. Il faisait 13-14 à 100, un truc du style, peut-être. Tu vois, donc, bon, c'est pas. En fait, on se dit, bon, c'est pas des perfs exceptionnels, mais aujourd'hui, si tu compares la plupart des gens qui s'entraînent, c'est monstrueux, hein. Mais c'est vrai que lui, il utilise bien ses muscles. On voit que quand il s'entraîne, on voit que ça les utilise, quoi. On voit qu'à chaque fois, ça gonfle au bon endroit. Et il a le truc. Mais après, pareil, ça fait presque 20 ans qu'il s'entraîne, Anto. Donc, Et c'est vrai que c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure de l'ego, etc., de savoir mettre l'ego au placard, baisser les poids et tout. Moi, je sais que quand je m'entraînais, il y avait une période où j'alternais plus ou moins, on va dire, une année en salle, une année chez moi. Parce qu'une année, je faisais chez moi, au bout d'un an, j'en avais plein le cul de faire que chez moi. Tu sais, tu perds un peu la motivation, tu es tout seul, tout machin, même si c'est sur place, ça te fait chier et tout, parce que tu t'entraînes seul. Du coup, après, tu fais une année en salle, tu es un peu content les premiers mois, et puis après, ça te fait chier, parce que finalement, tu te rends compte qu'en salle, les gens, ils sont cons, ils font chier, ils prennent tous les trucs, tu peux pas t'entraîner, ils font n'importe quoi, machin. Mais je me rappelle que par contre, à chaque fois que j'allais en salle, je faisais un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi parce que justement, il y avait ce rapport aux autres, je voyais les autres personnes et je me disais, alors que pourtant, c'était vraiment une salle pas terrible, c'était à côté de mon lycée et tout, et j'étais déjà largement plus fort que quasiment tous ceux qui s'y entraînaient. Et pourtant, j'avais quand même ce besoin de montrer que je pouvais mettre des poids plus importants que ceux que j'avais besoin d'utiliser. Et du coup, là, je dégradais pas mal la technique, je faisais un peu n'importe quoi. Je me rappelle à chaque fois, j'avais mal par-ci par-là, truc tout. Et du coup, après, je refaisais une année chez moi, hop, là, tout allait mieux. Enfin, au début, je continuais de maintenir un petit peu l'ego. Et après, au fur et à mesure, hop, je redescendais, je me rendais compte que je me sentais mieux. J'arrivais vraiment à mieux ressentir mes pecs parce que je sais que moi, les pecs, justement, c'était le truc. À l'époque, j'arrivais pas à ponter, j'arrivais pas à mettre de la tension dans le dos, j'avais pas de mobilité thoracique. J'arrivais pas du tout, enfin, j'avais les épaules qui prenaient largement le dessus. Et ça, c'est le débat aussi, pareil, enfin, le débat, c'est la problématique qui est retrouvée énormément en muscu. C'est les mecs qui arrivent pas à développer leurs pectoraux, les mecs qui arrivent parfois à avoir des performances pas mal sur les exercices qui sont censés les solliciter, mais qui ont des physiques pas terribles parce que justement, en fait, ils ont des physiques un peu pas harmonieux. Parce que les mecs, ils ont pas cette vision suffisamment bodybuilding. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tes épaules sur le coucher, quand tu utilises qu'un groupe musculaire, enfin, un groupe musculaire est beaucoup moins un autre, et du coup, en fait, tu perds un potentiel de développement de force aussi sur ce mouvement-là, parce que tu n'utilises pas suffisamment tes pecs. Et en plus, au bout d'un moment, les épaules, c'est bien au développé couché, mais si tu fais que solliciter les épaules, tu finis par te péter, quoi. C'est toujours bien sûr. comme tout. Donc c'est ça qui est important, c'est de réussir à répartir l'intensité sur tout. Donc là, Ouais, mais maintenant. Ah non, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, ce qui est difficile, c'est effectivement, c'est la comparaison aux autres. C'est de réussir à en faire abstraction. Surtout, tu vois, tout à l'heure, tu posais la première question. Surtout hors saison, tu vois, tu es loin de ta compète et de te dire, voilà, là, c'est pas grave les poids que je mets. Tu sais, moi, j'en vois toujours qui me disent, ouais, mais tu vois, les élèves en BPGEPS, je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Il y avait un gars qui avait une compète genre l'été prochain et je dis, t'as le temps. Je dis, c'est pas grave, c'était moins fort pour l'instant. Il dit, bah non, et tout. Il dit, chaque séance, faut que je sois au top et tout. Je dis, mais non, je dis, c'est pas. Et tu vois, c'est cette vision à long terme, moyen à long terme, que beaucoup n'ont pas. Et donc, à chaque fois, tu te compares et tu veux toujours être le meilleur de ta salle, entre guillemets, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout, quoi. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout. Et donc, il faut réussir à pas se comparer, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai. Tu sais, t'as l'impression, tu fais un truc, tu regardes autour de toi,
Tu dis putain, j'espère que là ils ont bien vu ce que j'ai fait, c'était incroyable. Alors qu'en fait ils s'en branlent, mais comme toi, ou alors si justement, quand toi tu portes beaucoup d'attention et que tu regardes toujours si les autres ils regardent ce que tu fais, toi tu vas regarder ce que les autres font, etc. Mais moi c'est un truc dont je me suis énormément détaché maintenant là, parce que par exemple, tu vois, je me suis blessé entre guillemets, je me suis fait mal à la côte pendant à mon squat à final rep là, quand j'avais fait ma dernière barre. Parce que bah, en gros, j'avais un petit peu plié et ma ceinture, elle m'a appuyé sur la côte la plus basse, quoi. Et j'avais entendu un petit crack, etc. Bref, donc j'avais bien mal en mettant la ceinture ensuite. Du coup, là, ça fait 3 semaines que je mets pas de ceinture sur mon squat. Et pour éviter de me niquer le dos en plus, que j'ai la côte un petit peu endolorie, et ben du coup, évidemment, je mets pas trop lourd, tu vois. Et moi, je suis dans une salle de power et je fais des séries. Voilà, des séries de 6-8 reps à 140, entre 140 et 155, on va dire, sans ceinture pour pas avoir mal. Et à chaque fois, tu vois, je me dis, je suis une baltringue, quoi, je suis une merde. Parce que je regarde autour de moi, parfois, je vois des nanas, parce qu'il y a des filles qui sont assez fortes, qui s'entraînent là-bas, qui mettent plus. Bon, elles font pas autant de reps, mais elles mettent plus quand même, tu vois. Et je me dis, putain, je suis vraiment qu'une merde. Mais en vrai, j'ai tellement largement le recul maintenant, parce que je sais que déjà, je m'en fous, je ressens pas le besoin de prouver des choses en permanence. Et je sais que de toute façon, c'est une étape transitoire et que si je fais l'erreur de vouloir mettre plus lourd, soit sans ceinture, soit avec ceinture, donc sans ceinture, bah, plus lourd, et de finalement me faire mal au dos et de perdre plus de temps, ou alors de mettre une ceinture pour pouvoir mettre plus lourd, et pareil, de me refaire mal encore plus à la côte, etc. etc. En fait, tu as toujours cette logique de dire, je veux gagner du temps en mettant plus, sauf qu'en fait, souvent, tu te retrouves en perdre plus parce que soit tu dois réapprendre les choses que tu as mal apprises parce que tu les as faites trop lourd et pas bien, soit parce que carrément tu t'es blessé et que du coup, bah, tu dois avoir le temps d'avoir le processus de guérison, de régénération des tissus, etc. et de pouvoir remonter sainement, etc. Ça, c'est vrai que c'est Marco, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle excuse de Victor pour la compétition? C'est Ah, pas mal, celle-là, on l'avait pas encore entendu. non, mais attends, mais là, tu vois, en fait, il prépare le terrain, en fait, et puis bientôt, ça va être, ouais, donc finalement, je revois à la baisse mes objectifs pour les championnats de France. J'avais prévu d'être champion de France, mais ma côte, etc. oh, Putain. putain. Non, Ouais. non, mais d'ailleurs, en fait, voilà, moi, j'ai une question pour toi, Victor. Comment tu vois Je te fous dans la merde, là. Comment tu vois ta prépa pour les France? C'est quand les France déjà? C'est C'est 9 et 10 décembre. Ah oui, c'est là, ah oui, c'est rapide. c'est dans pas longtemps. Bah là, c'est simple. Hier, j'ai fait mes premières séries, enfin, de squat avec ceinture. Parce que si, alors, vite fait, petite. Attention, toi, il y a bien accroché. Mais non, c'est pour retracer l'historique. C'est pour Ah, retracer. attention, ouais. Alors, revenez dans 5 minutes. Donc, peut-être, genre, je sais plus, j'ai plus les trucs exacts en tête, mais on va dire première semaine après la compétition, bah, j'ai fait 0 squat parce que même le squat à vide, sans ceinture, sans rien, me faisait mal. Du coup, je Ouais. faisais de la presse, je faisais de la presse en fait, hein. Je faisais de la presse, c'était le seul truc qui me fait pas mal, et du leg extension, et puis une machine à hip thrust aussi à la salle où je suis qui est bien. Donc, je faisais que du guidé, quoi, en gros. La semaine suivante, j'ai pu refaire du squat sans ceinture, donc c'est là où j'ai commencé dans les 140 trucs, machin, ça me faisait pas mal. Ça me faisait pas mal sans ceinture. Par contre, du coup, je me dis, putain, j'ai pas mal, tac, je décharge la barre une fois que j'ai fini mes séries, je mets 70, je mets la ceinture, je descends, oh, ça m'a défoncé. Donc, Ah, je me dis, bon, ok, c'est pas encore pour cette semaine que je vais pouvoir mettre la ceinture. Semaine suivante, pareil, je fais sans ceinture, à la fin de mes séries, tac, j'enlève un peu de poids, je mets 100 kilos, je fais avec ceinture, là, j'ai un peu mal, mais ça passe, c'est raisonnable. Semaine d'encore après, je fais du squat au cadre guidé, donc, enfin, à la Smith Machine, en high bar, en posé, avec ma ceinture, et là, j'ai pas trop mal parce que du coup, vu que je suis en high bar, bah, je me penche pas trop. Vu que je suis au cadre guidé, bah, j'arrive aussi à avancer un petit peu plus les pieds, donc je me penche encore moins. Et poser, bah, pareil, parce que c'est vraiment le tout bas du mouvement qui me fait mal, du coup, parce que c'est là où ça appuie. Donc en posé, ça me faisait pas mal, pas trop mal, etc. Et là, du coup, cette semaine, j'étais parti, enfin hier, pour faire à nouveau du squat en high bar à la Smith Machine en guidé là. Et puis je le fais, paf, je vois, j'ai pas du tout mal, je me sens bien. Donc finalement, je me mets sur du squat classique et je fais avec ma ceinture. Et puis finalement, j'ai pas eu mal. Donc j'ai fait du posé quand même, mais sans cadre guidé, en low bar, enfin un peu moins bas peut-être que ma hauteur de base, je pense, pour pas trop fléchir, etc. Donc j'ai senti que ma mécanique, elle était quand même bien différente parce que bah, en bas du mouvement, j'avais peur d'appuyer dessus, etc. Mais j'avais pas trop mal, j'ai plus l'appréhension. De toute façon, c'est un truc qui est classique quand on s'est blessé, d'avoir d'avoir des modifications, même si on a plus mal, ouais. on a l'appréhension de la douleur.
on pré-shot la sensation douloureuse, même si elle n'arrive pas, et du coup, ça change le mouvement. Donc là, il y a un travail aussi de regagner de la confiance, même s'il n'y a plus de lésions potentielles, mais de regagner de la confiance pour recréer une mécanique stable, et de pas forcément recharger trop vite et dégrader. Vas-y, dis une connerie. Bah, Marco, dis-lui que l'important c'est de participer, de toute façon, on a compris l'histoire. Bah, et On a compris. du coup, c'est quoi la stratégie des squats en fait pour Bah, il le fera pas, ou avec ceinture, mais à 140. Et du coup, là, donc, hier, j'ai fait des séries de 4 à Il est 160. reparti le con. Ouais, le mec il s'arrête plus. On sait que t'es nul. Stratégie enfoirée, donc je t'explique où j'en suis. Des séries de 4 à 160 en posé. Donc en gros, j'ai fait un truc que Rudy fera jamais, même s'il s'entraîne 3 ans de suite, qu'au squat là actuellement. Et, et, euh, et du coup, là, je pense que je vais partir sur un format où je vais avoir 3 formats différents. Je vais avoir du volume en x6, en x8. Je vais avoir. Mais tu me demandes ma stratégie, tu me fais trouver, espèce d'enculé. Bande d'enfoirés, mais je vais faire dessouder les deux grands là. Le mec, tu sais quoi, s'il a une meuf, elle lui dit tiens, raconte-moi ta journée. Le mec, putain, la meuf, elle s'endort quoi. Ah mais grave. Je raconte pas ma journée, ça me fait chier. En plus, quand j'arrive le soir, j'ai la flemme. Je peux te dire, ça raconter la journée, je trouve que c'est vraiment un truc de baltringue parce que bon, oh bah t'as toujours fait la même chose. À la limite, si t'arrives un truc stylé. Tu vois, Ah mais là, regarde, t'as fait du squat guidé, t'as fait du squat sans ceinture, du squat avec ceinture, t'as fait de la presse, puis là, t'as ta stratégie. Trois variations de squat, c'est ça? Et voilà, donc 3 formats différents squats, donc un en volume, pas trop lourd, un en posé, parce que je sais que ça me fait pas trop mal, et puis parce que même on en avait parlé, ce serait la variation là, qui serait intéressante que je mette en place par rapport à des petits défauts techniques, Ouais. et un comp sur un format avec pas trop de reps, genre 4x2, un truc comme ça, et je montrais sur le comp, là je vais commencer assez léger la semaine pro, je pense à 175, là c'est simple, du coup on a dit 9 décembre, donc ça fait qu'il y a je crois 7 semaines en comptant celle où on est dans le 9 décembre, bon bref, qui serait en gros une semaine de deload pour récupérer. Donc en gros, il y a 6 semaines où je peux plus ou moins monter. Donc monter sur les 6 semaines et voir comment je me sens d'une semaine à l'autre en prenant pas mal de temps. Parce que du coup, 6 semaines, c'est un peu plus long que ce qu'on fait habituellement. Généralement, voilà, 4 à 5 semaines un bloc. Donc là, je vais vraiment prendre les premières semaines pour y aller assez léger et ressentir un petit peu, recréer de la technique, etc. Voilà. Tu vises combien? Annonce-nous quelque chose. Comme au squat. Ah Ouais. oui. Ah bah là, c'est trop, là, c'est impossible de te dire, là. 250. Bah oui, j'aimerais bien. Mais là, c'est trop dur à dire. Je t'avoue que ça se trouve, tu vois, j'ai fait hier, ça s'est bien passé. Ça se trouve, je ferai demain, j'aurai mal. Enfin, je ferai pas demain, mais t'as compris, la fois prochaine. Je pense pas, mais je sais pas comment je vais récupérer. En tout cas, je me suis flingué à la presse à cuisses et tout, et j'ai retrouvé quand même des cuisses qui ont bien regonflé. C'est là où tu vois quand même que le squat, c'est bien. Même quand tu fais en x8, en x truc, etc. Bon, ok, ça fait du volume, tu sens les cuisses qui gonflent, mais putain, de la presse en série de 20 bien lourde et où les dernières reps tu grimaces, je peux te dire que ça c'est vraiment quelque chose. Ah ouais, ça gonfle direct. D'ailleurs, Rudy, toi, tu fais plus du tout de squat ou du front squat. T'entraînes pas les jambes, toi. Si, non, je fais un peu de soulevé de terre, jambes tendues, et je fais des fentes, surtout là pour le bas. Ouais, je fais plus de variantes de squat, je fais des fentes, je fais plein de variantes différentes. Oh, putain. Soit des fentes ATG comme ils disent, soit des fentes surélevées, soit des fentes bulgares. Ok. En fait, j'essaye surtout de maintenir une certaine mobilité sur le bas du corps et de pas mettre trop lourd parce que tu te fais vite embarquer à retomber dans les travers, de vouloir forcer. Hier, j'en parlais avec un gars qui est à la salle là, et le gars me dit ah, ça te manque pas tout ça? Bah, je dis non, je dis moi de pouvoir m'asseoir tous les jours sur les shots tranquillement, ça me va. J'ai d'avoir mal, ça me fait plus trop envie. Donc non, je fais plus du tout. Des fois ça me démange. Des fois je me dis tiens, j'en ferais peut-être un peu léger, tu vois, pour la mobilité. Donc je me tâte des fois, c'est vrai que. Mais pour l'instant, je tiens. Psychologiquement, je tiens à me dire, allez, ça va pas vraiment te servir, donc le fais pas. Donc là, tu fais même plus de presse en fait. Il paraît qu'en 2 Non. mois d'entraînement, t'es pas capable de faire 15 à 120 au squat. Après, je te dis ça. En 2 mois d'entraînement? Ah, je sais pas, 2 mois d'entraînement, ça fait quoi? 2 mois, 8-9 semaines? 15 à 120? Ah, peut-être 10 à 120 sûr, mais 15 pas sûr. Moi, je pense pas. Ouais, bah peut-être, mais c'est pas grave. C'est comme si tu veux lancer à la machine. C'est pas très grave. Et tu fais pas trop de presse et tout. Ça, c'est des bons masques. Non, parce que pareil, après la presse. En fait, dès que j'ai beaucoup de vécu sur un exo, tu vois, j'ai tendance à me dire, tiens, bah, tu vois, ça fait un peu comme la presse, je crois, je faisais 10 à 4,50 ou
je sais plus, 20, 400, j'ai un truc du style sur ma presse, en tout cas. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, tu vois, je vais redémarrer. Et en plus, le problème, c'est que quand tu fais pas un mouvement pendant longtemps, tu le refais, tu as des courbatures de chien. Donc là, même si je mets 150 ou 180, je vais avoir des courbatures de chien, je vais être dégoûté, quoi. Je vais être là, je vais dire, putain, ça me. Et donc, je vais devoir remonter tout doucement. Je dis, ouais, non, je dis, c'est. Puis pareil, je veux pas. Tu vois, avant, je voulais des cuisses énormes, tout ça. Là, aujourd'hui, je veux juste maintenir et qu'elles soient pas trop grosses. Et après, bah, toi, vu que t'es pas concerné, t'as pas de canne. Mais après, quand, après, quand t'as des cannes, putain, pour t'habiller, c'est chiant. Moi, en plus, j'ai le cul qui gonfle et tout, t'es emmerdé. Donc voilà, j'aime bien. Je maintiens, voilà, mais ça me suffit largement. Après, des fois, voilà, je prends un coup de chaud et je dis, allez, je mets des poids aux fentes, je force. Mais sous les terres, pareil, j'essaye toujours de me dire que je fais un mouvement que je pourrais faire encore genre à 80 ans. Tu vois, je me dis, est-ce qu'à 80 ans, je pourrais mettre ce poids-là? Je me dis, possiblement, si je fais pas le con, oui. Mais c'est mon hypothèse, quoi. Donc je me dis En toujours, fait, voilà, comme dans la un optique de troisième. longévité. À Ouais. 80, Ouais, bah, en fait, tu t'entraînes comme un papy. C'est ça que tu es en train d'essayer de nous dire. C'est un peu ça, quoi. bah, en tout cas, sur le bas, je m'entraîne pour maintenir une certaine force et une certaine capacité de mouvement. J'ai plus cette envie de me débrouiller parce que je sais en fait les conséquences. Tu vois, là, tu vois, on en avait parlé dans mon podcast, Le secret du sport. C'est qu'à un moment, si tu fais du squat à 2,50, tout ce que tu dois faire autour pour compenser ça, nanana, ah, j'ai plus envie de le faire, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'ai plus envie de le faire. Donc là, je fais des choses qui nécessitent normalement aucune compensation à côté et qui font office un peu d'étirement actif, de renforcement. Voilà, donc après, bah, forcément, tu transpires quand même, hein, mais ouais, c'est plus du tout l'optique d'aller me niquer, quoi. Surtout pour. J'ai fait pendant 20 ans, donc je vois bien que voilà, c'est pour avoir 5 centimètres de cuisse en plus, ça va pas me servir plus que ça Ah, maintenant. c'est sûr que tu ne deviendras pas président de la République parce que tu as des cuisses de 80 cm. Hein. Ça changera pas grand-chose. Donc, Voilà. pour en revenir aux questions, on a un petit peu divagué, mais c'était sympa. Pour revenir donc sur l'aspect l'entraînement du bodybuilder en gros. Enfin, des questions sur l'entraînement du bodybuilder. Autre question que je voulais te poser avec Marco, on en a parlé d'ailleurs dans le précédent podcast, c'est tout ce qui a trait au temps de repos. Donc nous, on a parlé des temps de repos pour l'aspect force. Moi, je te parle à nouveau, euh, toujours dans un point de vue, ok, c'est du bodybuilding, mais pour un mec quand même qui fait ses mouvements power, etc., ou street. Donc là, en gros, sur des exercices. Genre, donc tous ces exercices, pas de compétition, ou tous les exercices d'isolation, je sais pas, des tractions à la poulie, des curls, des extensions triceps, etc. Des mouvements où tu vas plus ou moins forcer. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire ce que j'appellerais du Michael Gun-Deal? Bon, peut-être pas quand même, parce que ça, tu l'as décrit un peu dans des podcasts et des vidéos à l'ancienne, de faire en gros des temps de repos particulièrement importants pour pouvoir être plutôt frais sur ta série suivante, maintenir une intensité haute à chaque série, ou bien alors est-ce que c'est intéressant justement se challenger via le temps de repos, du coup peut-être de mettre forcément un peu moins lourd parce que tu récupères moins bien d'une série à l'autre, mais d'avoir quand même cette sensation de difficulté, mais du coup apporter d'une autre manière. Ouais, mais c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup, entre guillemets, hein, sans vouloir faire l'arrogant, qui, quand ils font de la muscu, je pense à mon pote Clément, dans l'analyse de podcast, je le vois faire plein d'exercices de pecs. Et donc je dis, ah bon, bah, je dis, putain, tu fais de la muscu à fond. Il dit, ouais, bah, je veux renforcer mes pecs, tout ça. Et je dis, bah putain, ça doit te crever. Il dit, non, non, une séance comme ça me crève pas. En 45 minutes, 1 heure, c'est fait. Tu prends des faibles temps de récup, tout ça. Et je me dis, mais. Je dis, en fait, je sais pas s'il a pas compris, mais en fait, je pense que ça le fait chier. Tu vois, c'est vraiment l'entraînement qui l'amuse pas du tout. Et donc, il le considère pas vraiment comme un vrai entraînement sur lequel il doit progresser, tout ça. Pour moi, l'histoire des temps de récup, elle est assez simple. C'est quand tu débutes, bah, en fait, forcément, tu as des mal à forcer. Donc, pareil, ou quand tu reprends un mouvement, voilà, ou quand tu sors ta saison de street, tu reprends des mouvements, bah, tu peux prendre des faibles temps de récupération. Donc, quand je dis faible, c'est 1 minute 30, ouais, peut-être même 30 secondes si tu fais pas grand chose. Si tu reprends, genre, si je reprenais la presse à cuisse demain, bah, je prendrais exprès 30 secondes pour pas mettre trop lourd, voilà, pour reprendre. Bah, Cardio, comme ça, tu restes assis à la presse, tu gagnes du temps. Et, et donc, bref, tu vois, je prenais des temps vraiment pour mettre léger. Mais le truc, c'est que on sait que pour prendre du muscle de manière naturelle, c'est ta progression en série moyenne, donc le fait de faire plus de reps, de mettre plus lourd sur ta série et sur plusieurs séries, ça fait partie du stress métabolique, du volume de l'entraînement, qui va contribuer à te faire prendre vraiment du muscle. Or, ça, bah, à un moment, tu dois diminuer, entre guillemets, le. Comment on pourrait dire? Tu dois inhiber, annihiler ce facteur temps de récupération qui en fait va te limiter cardiovasculairement, qui va t'empêcher de mettre plus de poids,
qui va t'empêcher de faire plus de répétitions. Et au final, un vrai entraînement bodybuilding naturel, en fait, c'est des longs temps de récupération. Alors, quand je dis longtemps, moi, souvent, quand je m'entraînais à fond, c'était 3-4 minutes, des fois 5 minutes. Et contrairement à l'idée répandue qui est que plus la série est longue, plus tu prends des temps de récupération courts. Si tu fais une série de 20, tu as une série de 20 à la presse à cuisse et que tu forces, tu repasses pas au bout d'une minute 30 ou 2 minutes. En fait, tu prends 3-4 minutes. Moi, je me souviens de Yann, de la team. Un coup, il était venu en région parisienne avec moi faire de la presse à cuisse dans une salle. Et puis, il avait fait 4 x 20 à la presse et ça lui avait pris 1 heure en fait. Tu sais, le temps qu'il s'échauffe, il fait ses 4 x 20, en fait, il prenait 7, 8, 9 minutes. Mais en fait, à la fin, il pouvait plus marcher, quoi. Il avait des cuisses énormes. Après, le temps de récup, le truc, c'est qu'on est limité par le temps qu'on a à s'entraîner. Donc, c'est toujours une histoire de compromis qu'on va faire. Voilà, moi, c'est ce que je fais avec les gens. Hein. Si quelqu'un me contacte et puis me dit, voilà, j'ai 3 fois 1 heure pour m'entraîner, est-ce que je préfère, dans une optique progression, en même temps santé, longévité, sachant qu'il ne deviendra pas champion avec 3 fois 1 heure, lui faire plus d'exercices avec moins de récup ou lui mettre que 2 exercices avec plein de récup? Et je me dis, je préfère lui mettre plus d'exercices pour qu'il soit renforcé plus globalement avec moins de récup. Mais alors, tu vois, c'est le premier point. En général, je dis aux élèves BPGEPS, il faut mériter sa récupération. Plus tu forces, plus tu as le droit. Oui. Et plus tu progresses, de toute façon, plus tu dois forcer pour progresser. Et après, il y a un deuxième point sur les temps de récupération faibles que moi, j'utilise beaucoup en ce moment, et que je vais utiliser à des pratiquants plutôt confirmés. C'est que quand tu es habitué justement à mettre toujours plus lourd, à faire toujours plus de reps avec des longs temps de récupération, il y a tout un stimulus que tu n'expérimentes pas, c'est les faibles temps de récupération, donc avec des poids moins lourds. Donc vraiment de maximiser le stress métabolique, donc ça diminue les poids que tu utilises. J'avais appelé ça l'entraînement au tonnage dans le bouquin Le guide de la musculation naturelle. Et donc ça, moi c'est un truc que je fais, je prends souvent là en ce moment que 1 minute de récup entre les séries, tu vois. Vraiment j'enchaîne. Ça me permet de limiter les poids. Ça me permet aussi, donc une certaine longévité. Ça permet que ça brûle un peu plus, donc tu localises aussi. Et en même temps, ça fait un peu le cardio pour ceux qui n'ont pas de cardio, donc ça peut pas être mal. Tu vois, le gars qui a pas trop de temps pour faire du cardio, s'il prend qu'1 minute entre ses séries, bon là le cardio, il va y aller à fond. C'est vrai, Mais sinon, ouais, il faut des longs temps de récupération. Et c'est ça, t'es limité par le temps que tu peux consacrer à l'entraînement. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ne progressent pas, parce qu'elles prennent des temps de récupération trop courts. Je le vois chaque année, tu vois, j'ai des élèves, je leur explique tout ça, avec les filières énergétiques, voilà, de manière simplifiée. Ils me disent, mais attends, moi, ça me fait chier si je prends 3-4 minutes entre les séries. Je dis oui, je sais bien l'histoire, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de progresser au mieux ou est-ce que tu n'as pas envie? Et c'est vrai que parfois la progression, elle se débloque rien qu'en faisant ça, en passant de 1 minute 30 à 3 minutes, ta progression musculairement, en tout cas, se débloque complètement. Mais c'est vrai que quand tu regardes, quand je regardais, maintenant je sais pas si ça existe encore, les DVD d'entraînement des bodybuilders, les mecs, ils enchaînaient tout, hein, ils prenaient 30 secondes, putain, en 1 heure, ils avaient fait 7 exercices pour les pecs, franchement, ils bombardaient, putain, ils n'arrêtent pas. Alors tu les vois, ils gonflent. Je me souviens de Cutler, franchement, allez, s'il prenait 1 minute à l'incliné à 180, c'était un miracle, quoi. Il n'y a que Levron, Kevin Levron, lui, il prenait des longs temps de récup. Bon, ça l'a pas empêché de se déchirer le pec, justement. Mais ouais, moi, je suis plus pour des longs temps de récupération. Parce que, encore une fois, ça dépend quel type de. Si tu débutes dans le renforcement, des faibles temps de récupération, ça va. Plus tu progresses, plus la progression va être difficile, plus tu as besoin de tes ressources, que ce soit nerveuses, énergétiques, mentales, pour faire des séries productives, sans forcément aller à l'échec. Mais plus tu as besoin de toi, donc ça t'arrive vite à 3, 4, des fois 5 minutes. Et je conçois bien que pour certains, c'est long. Moi, aujourd'hui, ce serait trop long d'attendre ça, vu ce que je fais. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut mériter sa récup. Si tu as fait un gros effort, tu prends plus de récup. Si tu as fait un effort facile, tu prends moins. Et tu adaptes un peu comme ça. Voilà. Moi, de toute façon, je trouve, il y a, comme tu as dit, tu vois, il y a un peu deux façons de centrer, de voir le temps de récupération. C'est un peu, il te permet justement, comme le nom l'indique, de récupérer et de refaire le même effort si tu fais des straight sets, donc genre 4x10, 4x15, on s'en fout, et de refaire donc le même effort d'une série à l'autre avec à peu près la même qualité d'exécution, la même intensité perçue. Tu vois que si ton RPE série 1 il est RPE 6, que ton RPE série 4 il est RPE 9, bon, il y a un truc qui est un peu chelou. Ça fait quand même un gros gap. Donc, a priori, c'est peut-être qu'au niveau de temps de récup, il y a des trucs à optimiser. Et après, sinon, comme tu as dit, de te challenger via la récupération. Et là, ce serait quasiment, quand tu parlais d'entraînement tonnage, 30 secondes de récup, c'est quasiment des clusters, en fait. Presque. Bien sûr. Exactement. C'est une longue série longue, quoi. En fait, mais pour moi, ça reste quand même moins efficace. En fait, c'est des choses qu'on avait testées avec Fabrice, et pareil, j'étais sur pas mal d'élèves qui ont de l'expérience. Ça reste moins efficace que de prendre de longs temps de récupération et de maximiser vraiment les poids que tu utilises. Tu essayes de compenser, mais c'est difficile. Tu vois, j'ai souvent fait ça pour les Super Physique Games, justement, de faire des 10x10 avec une de récup ou une 30 de récup au développé couché. Parce que je voyais bien qu'en force, il aurait
pour gagner de la force au coucher, il aurait fallu que vraiment je regrossisse tout ça et j'avais pas trop envie. Notamment pour les tractions, les dips, tout ça, ça m'a handicapé. Et donc, j'essayais de passer par là, mais ça compensait pas, quoi. Dès que je refaisais du coucher à 120, 130, je voyais que je reprenais tout de suite du muscle, en fait. Hein. Alors que quand je m'entraînais à 100, je crois mieux, j'ai fait 10 x 10 à 104 avec une de récup. Bah ouais, tu gonfles tout ça, mais tu n'arrives pas à compenser. L'augmentation du volume ne compense pas les poids, l'intensité, on va dire, globale que tu mets sous les barres, quoi. Ouais. Bah, moi, je sais que pour les coachings que j'ai, les gens que j'ai qui ont 40 et plus, donc pas forcément les gens cibles du podcast, mais ce que je fais généralement, c'est que je leur fais des enchaînements dans la séance de 3 exercices avec le moins d'interaction possible entre les Bien 3 sûr. Genre, par exemple, je vais leur faire du développé couché, je vais leur faire du soulevé de terre, et je vais leur faire, je sais pas, un autre exercice. Non, du développé couché, du goblet squat plutôt, et des tractions à la poulie. Voilà, ça c'est pas mal. C'est 3 exercices qui n'ont pas trop d'interaction les uns avec les autres. Et du coup, le truc, c'est que avant de refaire ton développé couché, par exemple, bah, tu vas avoir quand même un temps qui va être assez important. Donc, sur le mouvement en lui-même, tu auras eu pas mal de récupération. Mais après, c'est vrai que du coup, vu que tu enchaînes pas mal avec d'autres exercices, tu as la composante cardiovasculaire qui va peut-être devenir un peu contraignante, mais auquel cas, c'est pas très grave. Au début, tu vas du coup prendre ça en compte et pas faire progresser trop rapidement la personne, attendre de voir que elle est pas morte, essoufflée entre chaque série avant de récupérer, et comme ça, ça fait que tu as des adaptations sur le plan cardio, et la personne après elle est plus capable d'endurer l'effort. Du coup, quand elle revient sur le développé couché, là elle bénéficie vraiment du temps de récupération qu'elle a eu musculaire local, on va dire, sur les groupes musculaires impliqués. Et ça fait que du coup, après, tu as ce roulement qui est bien, tu as le développement sur l'aspect cardiovasculaire, tu as le développement sur l'aspect musculaire. Et petite question aussi qui me vient, l'intérêt des séries longues justement en force, sur l'aspect, pas forcément peut-être gain de masse musculaire, etc., mais sur l'aspect, c'est aussi d'un point de vue un peu plus global, développement des mitochondries, sur l'aspect local, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est plus des trucs qui sont axés cardio. Est-ce que c'est un intérêt? Ouais, sur la force, j'y crois moins. Les efforts sont tellement courts. Tu vois, pareil, je reprends l'exemple de Clément, là, c'est un bon exemple, vu qu'il en a parlé la dernière fois. Il fait du vélo. Il fait du vélo, il a les cuisses qui congestionnent alors qu'il avance pas, quoi. Tu vois, donc est-ce que ça aide pour faire 300 au squat? Je suis pas sûr, tu vois. J'y crois pas du tout. Après, c'est sûr que d'un point de vue santé, c'est mieux de pas congestionner dès que tu montes les escaliers ou dès que tu fais un peu de vélo. Mais sinon, ouais, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est beaucoup trop éloigné. C'est pour ça que des fois, j'entends des trucs, pareil sur les réseaux, très théoriques, et je me dis, ah, mais c'est intéressant. Et après, je me dis, en pratique, alors, essaye. Et je vois que ça. Tu vois, pareil, Romain qui avait été champion du monde de squat, il faisait 2,60 au squat, il montait 2 étages, il avait les cuisses en feu, quoi. Ou Gilles, je me souviens, un coup, je sais plus combien il faisait au squat, j'ai oublié combien il faisait, mais dans les 2,50, 2,60, pareil. Hein. Et un coup, il y avait une côte en vélo, pareil, en Haute-Savoie. Et on l'avait chauffé, on lui a dit, ouais, vas-y, on était jeunes, hein. Vas-y, monte la côte et tout, tu n'y arriveras pas et tout. Et il y va, et genre, il s'arrête à la moitié du truc, il pouvait plus bouger parce qu'il était en jean, et il pouvait même plus enlever son jean, tu vois, il avait les cuisses tellement. Il avait fait 500 mètres, quoi, à fond, et il avait les cuisses explosées, quoi. Et donc, je pense que ça aide pas spécialement. Après, ça peut aider, peut-être dans une optique, si tu fais des séries longues, mais là, dans ce cas-là, sans trop forcer, pour un peu la récup, tu vois, pour essayer de lubrifier les articulations, que le sang circule mieux, voilà, que tu fasses plus de capillaire. Là, je pense que ça peut avoir du sens dans cette optique-là, mais sinon, en termes de transfert direct, je pense qu'il n'y a rien du tout, quoi. Puis À part de la fatigue. tout en faisant attention à ce que ça ne crée pas une fatigue supplémentaire, parce que souvent, Exactement. quand on parle de récup active, comme tu en parlais, toi, je sais, dans les podcasts avec Clément, tu dis oui, je fais beaucoup de zone 2, je fais un peu de marche, machin, je fais de la basse intensité pour récupérer, pas mal de volume, c'est censé pas trop me fatiguer puisque l'intensité est faible. Et finalement, en fait, tu te rends compte que le volume, ça reste quand même un facteur qui Bien crée, sûr, ça te crève, bien sûr. et voilà, dont tu as besoin de récupérer. Mais question à nouveau qui fera, je pense, partie des dernières questions, ce serait le volume idéal. Donc, à nouveau, là, c'est vraiment un podcast axé assistance, donc axé entre guillemets bodybuilding. Le volume idéal sur les exercices d'assistance, et notamment avec un exemple que je voulais donner pour commencer à lancer la question sur les exercices de bras. Moi, je me suis rendu compte que typiquement, si je fais du curl incliné à la fin d'une séance haut du corps, où j'ai pas forcément énormément sollicité les bras, mais un petit peu par-ci par-là, des tractions, etc., et que je fais du curl incliné, comme on en parlait tout à l'heure, je fais 2 séries. Si je fais des séries, voilà, comme on disait, d'une vingtaine de reps, plus ou moins dans cet ordre de grandeur, j'ai les bras atomisés. Et il me faut, là pour le coup, c'est les séries où il me faut le plus de récup. Genre, je peux prendre des 8-10 minutes, et si j'en fais 3, c'est vraiment le bout du monde. Et pourtant, souvent, on voit des mecs, et même moi, je l'ai fait, qui se font des séries que pour les bras, des séances, pardon, que pour les bras. C'est-à-dire qu'ils font 4 exercices, ils font des curls dans tous les sens, machin. Donc,
où est-ce que se situe le juste volume entre ces deux extrémités-là, tu penses? Ouais, bah, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le sens où tu as plusieurs voies. Soit tu choisis la voie de l'intensité, de forcer, tout ça. Et donc dans ce cas-là, bah voilà, là, comme tu l'as dit, tu fais des séries de 20. Moi, je me souviens, j'ai fait des séances bras. Ça consistait en 4 séries de 20 de curl incliné, tu vois, pour les biceps. Et puis 4 séries de 20 de magic triceps, donc un pullover bras fléchi. Puis j'avais les bras énormes, tu vois, mais ça me prenait 1h30, 2 heures en fait, avec l'échauffement, tout ça. Donc, ou tu choisis la voie que la plupart des gens font parce qu'ils pensent qu'il faut des temps de récupération faibles entre les séries, il ne faut pas dépasser 1 minute ou 1 minute 30. Donc tu minimises les poids, tu fais des séries courtes, donc tu congestionnes beaucoup moins, c'est beaucoup moins intense, et tu essayes de passer par le volume. Alors pour certains, bah voilà, ils vont faire 4 exercices, 4 séries de chaque, et ça va le faire. Ils vont prendre des bras, tout ça, des biceps, des triceps, de n'importe quel muscle. Et puis pour beaucoup, ça va rien donner. Parce que en fait, l'intensité, encore une fois, le manque d'intensité n'est pas compensable par plus de volume. C'est pas compensable. Si ton effort, quand tu fais 4 exos, 4 séries avec 1 minute ou 1 minute 30 de récup, pour moi, c'est plus un effort on appelle ça un effort d'endurance de force. Voilà, les poids que tu utilises, si à 50% de ton max, c'est un miracle, à part sur la première série peut-être. Mais voilà, c'est quand même très très léger. Et donc, le stress est trop faible pour générer de la croissance. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, moi je me souviens de séances dans mon garage où je faisais 4 séries de 20 au curl incliné. Ben ouais, en fait, tu es là, tu prends 3-4 minutes entre les séries, tu fais du rest-pause et tu as les bras énormes. Mais c'est comme tout à l'heure, on disait la presse à cuisse, tu fais 4 séries de 20 à la presse à cuisse. Tu sais, des fois, je rigole, je dis ça, je dis, vous faites 4 fois 20 à la presse à cuisse 2 fois par semaine, vous allez prendre des cuisses. Et les mecs sont là, ils disent, ouais, mais attends, bah, le leg extension et ceci et cela. Ok, mais en fait, quand tu fais 4 fois 20 à la presse à cuisse, tu vas te rendre compte que derrière, bah, tu fais pas grand-chose, quoi. En fait, tu ne peux pas faire 15 000 trucs. Donc, moi, souvent, ce que je faisais, c'est je faisais le 4 fois 20 au curl incliné, et après, je faisais genre 2 ou 3 séries de curl marteau, mais voilà, c'était plus pour se donner bonne conscience. Donc là, je pouvais plus bouger les bras. Et après, avec Magic Tree, bah, je faisais un peu de poulie, soit à la corde, mais bon, j'avais déjà les bras énormes, tu vois, pour y aller à fond, pareil, en série longue. Puis là, bah, en fait, tu peux plus bouger, quoi. Donc, mais tu vois, ça fait une séance bras, alors que finalement, tu n'as pas fait grand-chose. Tu vois, tu as fait 2 exos, et puis tu pourrais. Tu as fait 4 exos, mais tu pourrais limiter à 2 exos, vraiment, si tu manquais de temps. Mais pour ça, il faut avoir le spirit, il faut avoir envie de forcer, il faut se mettre dedans, il faut prendre, là, on parle d'exercice d'assistance, donc il faut prendre l'assistance au sérieux. Il ne faut pas se dire, c'est une petite séance de muscu, voilà, je prends 1 minute, c'est bien tout ça. Non, non, faut y aller aussi intensément, aussi impliqué que tes mouvements de compétition, pour le coup. Bah c'est ça, moi je me rappelle que à l'époque où j'étais pro split, machin, muscu, je faisais un jour un groupe musculaire, un jour pec, un jour dos, un jour même je faisais un jour quad, un jour ischio, vraiment le truc ultra exagéré on va dire comme répartition, et du coup j'avais un jour bras, et je me rappelle que je commençais avec mon curl incliné, et après je faisais du pupitre, mais le pupitre je mettais tout le temps 10 kilos et j'arrivais pas à progresser dessus, c'était Bien terrible. sûr. Entre 10 et 12 kilos parce que le curl incliné, il me flinguait les bras. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est importante, c'est parce que il y a vraiment cette notion, tu vois. En fait, il y a le double no pain no gain. Il y a soit j'en fais beaucoup, mais genre beaucoup d'exercices, soit j'en fais beaucoup, mais beaucoup d'intensité. Et du coup, les mecs, ils sont un petit peu perdus là-dedans. Et les mecs qui font de la force, ils ont vraiment cette notion de se dire, il faut que j'en fasse beaucoup sur mes exercices d'assistance. Enfin, il y a un peu les deux penchants. Il y a ceux qu'il faut faire que le comp, il y a ceux qu'il faut faire plein d'assistance, etc. Et à nouveau, la logique, elle est toujours un petit peu entre ces deux trucs-là. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans la semaine, pour moi, pour avoir un entraînement en quelque sorte sain, il faut évidemment, comme on l'a dit plein de fois avec Marco, 2 fois environ tes exercices de comp, c'est pas mal, avec peut-être une variation sur un des deux. Là, avec ça, déjà, tu es plutôt bien sur le volume de comp. Et après, avec les assistances, eh ben, il faut un mouvement dans chaque sens, entre guillemets. C'est-à-dire, eh ben, il faut tirer sur cet axe-là et peut-être avoir un tirage en pronation en horizontal et aussi un tirage en prise neutre, admettons, pour varier aussi un petit peu les angles. Il faut avoir une poussée pareil vers le haut. Il faut avoir une poussée horizontale parce qu'avec les dips, tu pousses que vers le bas. Il faut essayer en gros d'avoir tous les angles possibles pour solliciter les articulations justement sur toutes ces angulations-là et avoir ce travail certes musculaire, mais aussi de bouger les articulations. Pareil aussi peut-être d'avoir des mouvements un petit peu plus, des petits mouvements avec des rotations, genre putain j'ai perdu le nom, celui où tu viens avec la corde, etc. Faire une rotation Le comme ça. face pull. Le Du face pull. face pull, absolument. Ça, voilà, ces petits mouvements-là où tu vas avoir en plus des rotations actives avec charge, parce que c'est vrai que quand on fait du DOP couché, c'est bien, on a un angle qui est différent des dips, mais en soi, le mouvement, bon, ça reste une extension d'épaule, l'angle est un peu différent, mais t'as pas vraiment de rotation de la tête de l'humérus dans la gaine, etc., etc. Donc, d'un point de vue santé articulaire, tu restes toujours un petit peu restreint.
Marco, on t'a pas entendu depuis tout à l'heure. C'est quoi, t'es constipé, Mais t'as pas- t'écoutes, t'arrêtes pas de parler avec ton truc trop Mais grand. grave, tu monopolises la discussion, enfoiré, va. De toute façon, je vais être obligé de te corriger demain. Je le Je veux vois demain, je vais le corriger. comme Allez, quoi, apprends-lui le squat, hein. Montre-lui qu'il est un faiblard. la politique, je veux qu'on mette un timing là. Je suis sûr que Rudy, il a plus parlé, mais c'est bien, t'as dit des trucs intéressants, t'as de la chance. T'as de la- Et alors attends, parce que Marco, j'ai cru comprendre que t'avais fait 220 au squat là. C'est quoi cette histoire aussi? Parce que là, du coup, C'est vrai, t'as fait 220, Marco? on parle de Ah, je squat. peux Après, rien dire. est-ce qu'il y a la depth? Parce que moi, je suis content. Hein, j'aime bien voir des grosses barres, hein, mais après sur le dos, est-ce que ça descend suffisamment bas? C'est ça qu'on se demande, quoi. Oui, 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 t'inquiète. 220, putain, c'est bien, Marco, hein. Belle perf, hein. Bah ouais, ouais. Putain, c'est bien, hein. Tu Bah, te c'est rappelles le, quand tu c'est le faisais même pas mouvement où ça. je progresse le mieux. Bah ouais, Comment? parce que t'en avais jamais trop fait, donc forcément, t'as un peu plus de marge, peut-être. Ouais, je pense que. En fait, moi, j'ai un petit peu une théorie d'ailleurs par rapport à ça. C'est en fait, j'ai fait beaucoup de courses à pied quand j'étais gamin et beaucoup de vélo. Non, mais je te jure. Oui, En pour fait, je l'explique que. Rudy devrait être monstrueux, attention. Hein. Ouais. Mais en fait, moi, je l'explique que comme ça parce que, si tu veux, j'ai pas des bonnes insertions au niveau des cuisses, etc. Et enfin, je vois pas d'autres explications. Après, il y a tous l'antécédent que j'avais sur le front squat aussi parce que j'en ai fait pendant un moment. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Mais sinon, ouais, je vous écoutais parler, c'était bien intéressant. C'était un exposé. Non, mais après, pour moi, l'argument de la course à pied, je sais pas, parce que de toute façon, tout à l'heure, Rudy il parlait des facteurs de la force. Donc, il disait Ouais. la masse musculaire. Toi, comme tu as dit, voilà, il y a l'aspect aussi morphologique. Après, il y a l'aspect nerveux, etc. Mais globalement, enfin, tu vois, ok, l'aspect morphologique, il va contraindre sur la façon dont tu vas avoir à t'entraîner. Mais bon, tu as plein de contre-exemples. Tu vois des mecs qui ont des leviers très short et qui vont galérer énormément sur des mouvements sur lesquels ils devraient être faits sur le papier. Genre, je vois plein de mecs qui ont des fémurs courts et au squat, c'est des quiches, tu vois, ils sont éclatés. Alors que je vois plein de mecs qui ont des fémurs longs, qui se penchent, qui ont un squat en dos de ouf, etc., qui est pas beau visuellement, et pourtant ils sont quand même super forts. Bon, Rudy, c'est barré, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Attends, mais il me dit que sa connexion, elle a sauté. Putain, mais c'est ça aussi d'habiter à la campagne, là, bordel. Et voilà, et après on se fout de ma gueule que j'habite en région parisienne, alors que pourtant, c'est qui vient tous les mois pour assister à des compétitions, arbitrer, etc. C'est là où tout se passe, mon gamin, et oui, évidemment. Ah ouais, mais tu sais que le seul truc qui me fait plaisir quand je viens à Paris, c'est de te voir en fait. Parce que, Ça, c'est une belle déclaration d'amour, ça. ouais, bah voilà, hein, je la place comme ça discrètement. No, no homo, hein, no homo. Mais Ah putain, ah, ça me fait bien rire. Bon, est-ce qu'on conclut ici ou est-ce qu'on attend que Rudolf le bah Gris non, revienne? il va se reconnecter, on attend qu'il se reconnecte. Ok, ok, Et, ok. mais ouais, 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 bah de toute façon, si on reprend un petit peu tout ce dont vous avez parlé, il y a pas mal de notions qu'on avait nous déjà abordées. Et tu vois, Rudy, finalement, ah bah tu vois, il est là. Il est là, voilà. Ah bon, Putain, je suis revenu avec le téléphone, ça a planté sur l'ordi. avec sa connexion pourrie de Putain. campagnard, là. Putain, j'ai même pas 128, entendu, j'ai même pas 128. entendu les explications de Marco sur son 220 au squat, quoi. Ah, Putain. rien d'incroyable, rien d'incroyable. Il faut faire de la course à pied, Rudy. Il faut faire de la course à pied. Normalement, tu vas être champion, Rudy, au squat, attention. Hein. C'est les antécédents de course à pied de Marco expliquent son 201. Voilà. C'est vrai, c'est ça que t'as dit, Marco? Ouais, ouais, bah la course à pied, le vélo aussi. Mais après, je pense que le fait d'avoir fait énormément de front squat et de renforcement et d'avoir une régularité hyper importante sur ce mouvement-là, je pense que c'est un truc aussi où bah voilà, tu as le plus de marge parce que c'est là où tu peux mettre le plus lourd. Donc tu as une progression qui est un peu plus importante. Mais là, tu vois, cette année, sur les autres exos, j'ai quasiment pas progressé en fait. Ouais, après, il y a des périodes comme ça. Je me souviens que Marc Gouillot nous disait, mais des fois, tu progresses au squat, et tu progresses pas au soulevé de terre ni au coucher, et après, c'est les autres. C'est un peu comme si tu avais tu sais, une énergie nerveuse un peu limitée, quoi. Tu Ouais. progresses sur un truc, toutes tes ressources vont dessus, tu sais pas trop pourquoi, tu fais rien de plus que les autres. Et puis après, hop, bah, ça va aller ailleurs, quoi. Et en plus, c'est vrai que il y a un roulement et il paraît pas logique parfois. Parce que tu Ah fais bah pas non. forcément des choses différentes. Et juste, en fait, il y a un truc qui se débloque.
Et comme tu as dit, voilà, tu as plus de tes ressources, mais qui se dirigent d'elles-mêmes quasiment vers le truc en question. Parfois, c'est difficile à expliquer. Du coup, tu as l'impression que tu as la recette miracle, alors qu'en fait, pas forcément. Alors en fait, il y a un zéro, quoi. En tout cas, bon, Rudy qui fait plein de courses à pied, remet-toi au squat. Là, les 15 à 120, tu vas les exploser. Ah non, j'y crois pas trop, c'est pas du tout la même amplitude et tout, mais en plus, je refais la course à pied, là, je refais tout ça tranquillement, donc je peux pas appeler ça de la course à pied pour l'instant. Mais bientôt, j'espère. Et moi, je pense que je peux te suivre à cloche-pied, Rudy. Ah, ça, c'est sûr que non. Je change d'appui tous les 100 mètres parce que je veux pas avoir une jambe trop plus grosse que l'autre, mais Non, faut peut-être pas abuser non plus, hein. Je veux bien que tu sois un peu fort, mais t'es juste un peu fort, quoi. Et puis bon, t'as une côte défoncée, donc c'est à fini. mon avis, t'attends le forfait pour les championnats de France. J'ai bu plein de lait, Rudy. J'ai bu plein de lait. Ma côte, elle est en béton. Les secrets, c'était les petits Gervais. Mais... Danonino. T'inquiète qu'avec ça, mon bonhomme, là, j'en ai pris des petits Suisses. Je suis un squelette en acier. Bon, pour conclure un petit peu le podcast, une petite actu news sur la compétition de ce week-end, Marco. Ouais, donc là, ce week-end, il y a les championnats de France de traction, toujours à la Courneuve, au Honneur de la Courneuve. Et le week-end d'après, il y aura les championnats de France de dips. Donc ça va vite s'enchaîner. Après 9-10 décembre, championnat de France 4 mouvements. Et après, il y aura la prochaine compétition de niveau national, ça sera les premiers pas. Je crois en mai, dans les alentours. Donc là, va y avoir après une grosse période creuse au niveau des compétitions officielles. Et donc voilà. Voilà pour ça. Donc moi, j'y serai sur toutes les éditions, là, traction, dips et 4 mouvements. Le gros Vic, il sera sur les 4 mouvements. Et il va essayer de... Je serai présent sur les tractions. Comment? Je vais venir assister pour les tractions parce qu'il y a Alexis qui participe. Ah oui, bien sûr. Ok, ouais, donc tu seras aussi sur les tractions. Ouais, voilà, globalement. Il y a toujours... ça fait 4 mois qu'on vous l'attise. Mais là, c'est bon. La formation DIPS sortira début du mois de novembre. Vous inquiétez pas. Et donc, Est-ce que dans la formation DIPS, il y a toutes les excuses pour expliquer pourquoi on n'est pas fort au DIPS? Est-ce que cette partie a été écrite par Victor ou pas? Parce que je me dis que ouais. comme c'est le pro des excuses, peut-être qu'il y a tout un laïus pour dire bah voilà, j'avais prévu de faire 100 kilos, j'ai fait que 40 kilos, voici pourquoi. Et tu vois, tu as tout le laïus, tous les arguments que tu peux sortir pendant 20 minutes pour endormir tout le monde, et à la fin, tout le monde a oublié ce que tu as fait, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me vient. Formation squad pour expliquer pourquoi la course à pied est le Graal pour progresser. Ouais. Bah, ça, c'est ce qu'on dira dans la formation squat. Faut pas qu'on oublie. Ça, c'est un super tips. Non, aussi, ce qui serait cool aussi de faire, c'est un épisode avec Clément. Ah oui. À 4, là, ça serait hyper cool parce qu'il y aurait plein de questions à lui poser. Donc voilà, pour revenir, formation DIPS et puis formation aussi traction qui arrivera avant la fin du mois. Et globalement, voilà. Donc vous pouvez retrouver Rudy donc, sur Instagram. Tu es toujours sur YouTube, Rudy? Ouais, je mets les podcasts super physiques sur YouTube chaque semaine. Après, il y a la chaîne Secret du Sport où pareil, je mets les podcasts où j'interviewe les athlètes. Bah, cette semaine, c'était un super épisode avec Kylian Leblouch, donc, qui est champion olympique de judo, donc par équipe, mais en tout cas, c'était vachement intéressant. Donc voilà, ça. Et puis après, sur toutes les plateformes de podcast, il suffit de taper mon nom et puis normalement, vous serez gâtés. Sans excuses. Moi, je suis contre les excuses à la Vic, hein, mais Alors, rien à voir avec des excuses, j'explique des insides, des excuses. Oh, le mec, comment il explique ça? On ne fait pas. Moi, je viens faire les choses. Il me fait trop rire. Et tu fais plus de vidéos YouTube, par contre. Je veux dire de vidéos. Non, mais là je voulais en faire une. J'ai noté un sujet sur le forum qui m'intéressait, que je voulais faire en vidéo. Mais en fait, je cherche des trucs un peu originaux parce que j'en ai tellement fait que je ne veux pas faire un sujet que j'ai déjà fait 100 fois. Donc, pour ça, il y a les podcasts. Et quand c'est des vidéos, j'aimerais montrer des trucs, quoi. Le cœur pour les plus gros bras. 7e vidéo. Au moins, oui, au moins. Faites tes resposes, série de 20. Et c'est quoi les projets là pour 2024 pour Super Physique là, Rudy? Bah, là, on attend quelques compléments encore.
on va essayer de sortir, parce que les compléments, je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais plus un peu des aliments. Tu vois, on avait fait super oléagineux, on a le super muesli. On aimerait vraiment faire des aliments que nous, on consomme au quotidien et les proposer moins cher que ce qu'on trouve au rayon bio des grandes surfaces, tout en étant bio et aussi qualitatif. Donc voilà, je ne veux pas dire quoi, mais on essaie dans ces trucs-là, des trucs qui s'envoient facilement. Ce serait un peu ça la suite avec Super Physique Nutrition. Et puis j'attends, comme d'habitude, la V3 de l'application, SP Training. Donc la V2 est bien sûr fonctionnelle, mais la V3 normalement devrait être assez énorme. Mais à chaque fois qu'il y a une petite avancée, il y a toujours un petit problème. Donc, donc j'espère que ça va finir par voir le jour. Voilà. Très bien, très bien. C'est vrai que c'est une très bonne application d'ailleurs qu'on vous recommande, qui est quand même carrément bien foutue. Étonnant parce que Rudy a participé à l'élaboration, mais pourtant c'est quand même super bien fait. Donc faut quand même le noter. Allez, sur ce, on laisse Victor le fragile aller travailler. Pendant que les mecs qui ont le spirit se trouvent pas d'excuses. Ils vont s'entraîner, c'est ça. Allez, va faire de la presse avec 30 secondes de repos. On vous dit à la semaine pro pour un nouvel épisode. Salut!